Notre territoire du pays mornantais ne s'est formé ni par hasard, ni sous la contrainte d'une décision administrative. Notre territoire s'est façonné avec le temps, par la force d'une géographie exigeante, avec ses hommes, ses femmes et leur vie quotidienne, faite de commerce, de marché, d'élevage, de culture, d'artisanat, aussi de fêtes de village, de vie associative et de souvenirs communs d'écoliers. Ces liens naturels qui ont prospéré bien au-delà des frontières traditionnelles des paroisses et des villages ont créé un sentiment d'appartenance à un groupe, à un pays. Or, l'affaire n'est pas nouvelle. De tout temps, ce territoire a été occupé par les Gaulois, Ségusiaves d'abord, puis les Gallo-Romains qui nous ont laissé de merveilleux témoignages de leur génie, précurseurs de la guerre Kopfiakensis, cette structure administrative qui perdurera près de 10 siècles et dont le périmètre épousait déjà en grande partie celui de notre communauté de communes. Non, nous n'avons pas inventé ce territoire. Il vient de la nuit des temps, tout simplement parce que lieu de solidarité, de rencontres et d'échanges, il s'est imposé, et s'impose toujours, à ses habitants et répond parfaitement à leur souhait de bien vivre ensemble. Notre devise a toujours été faire ensemble ce que nous ne pouvions pas réaliser seuls. Nous n'aurions jamais pu réaliser une maison des jeunes et de la culture intercommunale, dans chaque commune. Nous n'aurions pas pu réaliser une piscine intercommunale qui reçoit quand même, si j'ai bonne mémoire, d'après les l'aqueduc, je sais pas, 2000 élèves par semaine presque, hein, bon, pour leur apprendre la natation. Bon. On n'aurait jamais créé une zone intercommunale industrielle au service de toute la population du Sivom. Donc, je crois que le ciment, si vous voulez, c'est surtout cette identité culturelle qui doit nous réunir. Il y a une identité locale. On a un patrimoine remarquable sur le plan touristique, hein, sur le plan des sites, des paysages, sur le plan de nos richesses archéologiques. Donc, c'est tout cet ensemble qui constitue cette communauté qu'on appellera peut-être par la suite communauté de communes, je ne sais pas, d'après la nouvelle loi, mais qui, vous voyez, on est parti, si vous voulez, avec 25 ans d'avance sur la législation. Hein. Ce territoire, on a vu, il vient du fond des âges, puisqu'on a déjà eu un peu l'histoire, cette histoire romaine. Ce territoire, il a une réalité géographique et il a eu un nouvel essor lorsque dans les années 60, Jean Palluy a porté ce projet de Sivom et de travail en commun. D'ailleurs, on se trouve ici sur le lieu où s'est trouvé le premier bureau. Oui, le premier bureau du Sivom était au 2e étage de la mairie de Mornan. Sous le toit. Sous le toit, un petit bureau de 8 mètres carrés. Voilà. Et voilà. Le Sivom est resté là quelques années avec Jean Palluy et Michel Gange qui a été le premier secrétaire du Sivom. Voilà. Donc ça matérialisait la vie en commun déjà de nos 16 communes. Ça matérialisait la vie en commun. Jean Palluy, qui avait été élu en 65, avait eu l'idée dès son élection de fédérer ce territoire pour arriver à faire quelque chose ensemble. Jean Palluy a su concilier la ruralité, marque de notre territoire, et la modernité, qui va devenir aussi une marque de notre territoire. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une problématique. C'était la naissance des collèges. Je rappelle que les collèges en France sont nés en 1963. Et puis, il y avait d'autre part ce souci d'offrir un espace de piscine à l'ensemble des habitants du territoire. Donc, deux projets très fédérateurs, bien que dès le départ, il y ait eu, je dirais, des affrontements, parce que tout le monde n'est jamais d'accord sur tout. Et il a bien fallu à un moment concilier les choses. Donc nous nous trouvons maintenant dans le siège du Sivom de 86 à 97. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est là qu'en fait se sont développés tous les projets, où sont nés tous les projets qui sont venus ensuite. Tout à fait. Dès le début, le Sivom avait pensé qu'il fallait qu'il prenne un certain nombre de compétences. Alors, il y a une compétence qui faisait l'unanimité entre toutes les communes et qui permettait de les faire travailler tout ensemble, c'était la compétence voirie. La compétence piscine, c'était plus discuté parce que on pensait pour certains qu'on s'en était toujours passé de la piscine et que c'était pas très utile. Le collège, c'était bien admis. Et puis dès le départ, il y a eu
une compétence fédératrice aussi, qui était le ramassage des ordures ménagères. Parce que chaque commune avait son propre système de ramassage. À Mornan, il y avait un vieux camion qui ramassait les poubelles. Je ne sais pas comment c'était à Saint-Laurent. C'était pareil. C'était pareil, la même chose. voilà. Oui, oui, oui. Et donc, la mise en place de ces compétences a fait que ça a été une période, je dirais, de projets. On réalisait des projets ensemble qui ont fait avancer, à mon avis, l'esprit communautaire. Ce qui était important, c'est que pour la première fois, on allait travailler ensemble, mais par rapport à ce qu'on va connaître par la suite avec la communauté de communes, on était surtout en une mise en commun des moyens. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait fait une société de moyens pour réaliser des choses. Chacun y mettait son écho. Alors comme l'a dit fort justement Paul, une des premières compétences exercées, ça a été la voirie. Pour la bonne et simple raison, les maires, c'est pas des philanthropes, c'est que c'était un moyen de gagner de la dotation, principalement au département, et que le fait de tous se mettre en commun permettait d'avoir d'une part des dotations et d'autre part aussi des prêts à des taux très intéressants. Donc ça a été un élément fédérateur du CIVOM et qui... Au début, en fait, de la constitution du CIVOM, il y a eu ce débat déjà du rôle de la commune dans ce groupement de communes et cette complémentarité, parce que c'était un des sujets, un des débats de création du CIVOM. Je crois que chaque commune avait l'idée de donner à la communauté de communes ce qu'elle ne pouvait pas payer, parce que ça coûtait trop cher. L'idée, c'était de mutualiser pour payer moins cher et puis surtout que les autres payent un petit peu une quote-part de sa quote-part personnelle. Oui. Donc ça a été une vue sans doute peut-être un peu simpliste du CIVOM au départ, mais qui a été énormément fédérative parce que ça a amené tout le monde à travailler ensemble et à commencer à avoir des projets communs. Cette description qu'on fait du CIVOM un peu amusée, en fait, elle est quand même bien plus profonde. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision. À l'origine. On est quand même dans un territoire qui sort des années 50-60 avec une chute démographique terrible. La plupart des communes sont à moins de la moitié de ce qu'elles connaissent aujourd'hui et que ce qu'elles connaissaient au début du XIXe siècle. Donc toute la démographie s'était écroulée et il commençait à y avoir un mouvement, un frémissement de la ville vers nos secteurs un peu plus éloignés. Ça, c'était lié aussi au grand développement de la voiture. Et là, la grande intelligence de nos prédécesseurs élus a été de voir que le territoire n'allait pas en rester là où il était, avec cette population très faible, et allait se développer rapidement. D'où ces projets importants de piscines, et de collège, évidemment, ce qui n'était pas du tout évident 20 ans avant. On retrouve là, dans le projet de territoire, cette notion de réseau de village qui va être... Oui, parce que le choix qui a été fait au départ, ça a été de dire chaque village va se développer. Il ne va pas y avoir un village tentaculaire par rapport aux autres. Chaque village va connaître sa propre progression et dans le respect de l'identité de chaque village. Et donc en 1997, le CIVOM se transforme en comité de communes et la comité de communes fait l'acquisition de cet espace qui va devenir son nouveau siège. Exactement. En 1997, on a acheté ce bâtiment avec l'accord de tout le monde parce qu'à l'époque, on pensait que peut-être on ferait la piscine à l'intérieur du Clos Fondreau. Je crois qu'il y a trois aspects qui me paraissent toujours liés pour la qualité de vie d'une région. L'aspect économique, favoriser le développement de l'agriculture et d'une agriculture de qualité, développer les activités industrielles et commerciales pour que le maximum de personnes puissent travailler le plus près possible de leur domicile, sans être obligés de s'expatrier très très loin. Troisième développement, c'est le développement culturel, qui me paraît fondamental. Donc la communauté de communes est née en 1997, elle est née avec une volonté de conduire un certain nombre de politiques. Oui, ce qui changeait beaucoup, c'est que du temps du CIVOM, on mettait en commun des moyens. En 1997, quand la communauté de communes s'est créée, ce qui était d'ailleurs dans son objectif, il y avait des compétences obligatoires, dont une des premières compétences était l'aménagement du territoire. Donc, dès cette période, il a bien fallu réfléchir ensemble qu'allait devenir ce territoire, coincé entre l'agglomération lyonnaise et l'agglomération stéphanoise.
Et dès le départ, on s'est dit, il faut renforcer sur notre territoire la place de l'agriculture, qui est un signe très fort d'appartenance du territoire, d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs, et puis deuxièmement parce que c'est une politique d'aménagement. Et dès le départ, alors que se mettaient en place tous les PLU des communes, il a été décidé d'accorder à l'agriculture une place primordiale pour qu'on ne construise plus n'importe où, n'importe comment, et surtout qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble du territoire. L'exemple est bon, l'exemple de l'agriculture. Et il démontre toute la différence qu'on a pu avoir entre la communauté de communes, entre le CIVOM qui préexistait et la communauté de communes. La notion de projet de territoire. Les communes, par leur choix, ont été très novatrices parce que nous avons été une des premières communautés de communes à exercer la profession culturelle. Donc le souci permanent de savoir à quel niveau doit être traité le problème. Est-ce qu'il est du ressort de la commune ou de la communauté de communes? Donc chaque compétence transférée par les communes a été l'objet de ce débat. Tout à fait. De chaque compétence. La communauté de communes, contrairement à ce que certains ont pu croire à un certain moment, ne s'est jamais octroyé de compétences. Toutes les fois, les compétences ont été librement débattues et accordées par les communes. Et elles viennent des communes. Ni plus ni moins. La communauté de communes a été une des premières à gérer tout ce pan de l'enfance et de la jeunesse par l'intermédiaire donc de contrats signés avec la CAFAL. Nous avons eu des relations mais très privilégiées, je dirais, avec la CAFAL. Tout ce qui a été mis en place a été en termes de confiance. Et quand il a fallu créer les dernières structures que nous avons pu créer, je ne sais plus combien on en a inauguré le même jour, mais un certain nombre. Oui, le directeur, il n'arrêtait pas de couper des rubans, et il disait, mais j'ai jamais vu ça dans une communauté de communes. En fait, on apporte, le but étant toujours d'apporter le même service à qui que ce soit tous les habitants du territoire. Bien sûr. Alors là où on a été novateur, c'est que quand, là je parle même du CIVOM, quand le CIVOM a émis l'idée d'avoir une politique en direction de la garde des enfants, ça a été une mini-révolution, parce que c'était pas aussi simple que ça paraît aujourd'hui. Tout ça, et il faut arriver aujourd'hui à ce réseau que nous avons mis en place, qui à mon avis, et alors relancer avec la SPL, qui est un outil encore novateur. Aussi que nous n'avons pas évoqué, c'est tout l'environnement, toute la politique de l'environnement, et la mise en valeur des sites. Là encore, est-ce que c'était aux communes à le faire ou est-ce que c'est la communauté de communes? La communauté de communes a apporté un souffle à tous ces équipements et je pense à tout ce qu'on a pu travailler, je pense à la Vallée etc. C'est bien la vallée du Besançon, le ruisseau de la Platte, etc. Et même, je sais qu'à l'époque j'étais au SMAR, quand on a cherché un interlocuteur pour le lac de la Madone, il y avait 30 hectares sur site. Il fallait bien trouver quelqu'un derrière qui allait gérer cet espace. Nous, SMAR, on n'avait pas les possibilités techniques de gérer ce site. Et à ce moment-là, on a été tout content de trouver la communauté de communes qui veuille bien s'emparer du site, dire on va le gérer. Ah oui, et c'est devenu un outil à la fois donc, qui sert à l'irrigation, à travers le SMAR, donc qui sert aux agriculteurs, mais qui sert à la population. Tout à fait. Avec l'aspect loisir, l'aspect tourisme et le développement économique. Et je vois cette année, dans les journées du patrimoine, c'est la vallée du Besançon, le 17 septembre. Et cette vallée du Besançon, que la communauté de communes a pris dans sa gestion, eh bien aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vont se balader dans la vallée du Besançon, comme dans la vallée de Barret. La vallée de Barret, aujourd'hui, il y a 40 000 personnes par an. L'évolution de la Copamo, du CIVOM en Copamo, ça s'est fait on l'a vu à travers différentes étapes, mais je pense que tu as aussi une vision de ce qui... Oui, on a eu forcément une évolution déjà statutaire. On a vu que déjà c'était d'un côté un gros regroupement de communes pour mettre en commun quelques projets, et alors que là on passait à un regroupement de communes mais pour bâtir un projet. Donc, on était plutôt pour la communauté de communes telle qu'on la conçoit aujourd'hui, à savoir des collectivités qui élisent
qui désignent des délégués, ces délégués élisant eux-mêmes un bureau et un président. On a vu par la suite que la démocratie locale avait évolué, puisque maintenant les membres sont élus par suffrage universel. Aujourd'hui, la métropole de Lyon s'est mise en place déjà depuis quelques années. À côté de nous, on a maintenant une métropole qui s'agrandit constamment, qui est la métropole de Saint-Étienne. Et la Copamo se trouve au milieu de ces deux structures très importantes qui vont jouer un rôle considérable dans les années à venir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la communauté de communes telle qu'elle existe a encore un rôle important à jouer? Comment elle se situe par rapport à cette organisation du territoire qui maintenant est quand même assez figée? Le territoire du Pays Mornantais est une réalité géographique. Un territoire partagé avec ses hommes, sa terre, ses paysages. C'est un territoire choisi, où chaque village a sa place. Un territoire solidaire, qui porte une identité forte du vivre ensemble. C'est donc une évidence. Nous ne sommes ni la métropole lyonnaise, ni la métropole stéphanoise, car nous avons une identité différente, villageoise, avec une proximité et un soin porté à chacun des membres de la communauté. La question qui se pose, avant qu'elle ne s'impose, c'est de trouver des partenaires, travailler avec d'autres communautés qui partagent les mêmes caractéristiques que les nôtres pour nous permettre, tout en gardant notre identité, d'exercer demain les compétences qui nous seront imposées. Nous avons là, si cette voie est partagée, un rôle important à jouer dans cette construction nouvelle. Un périmètre d'action élargi, mais une identité préservée pour chacun. Nous devons avoir ce rôle moteur pour construire nous-mêmes ce que nous voulons partager demain, et ne pas nous faire imposer des choix qui ne seraient pas les nôtres. Oui, la Copamo a un rôle important à jouer, construire et être les architectes de la construction de notre avenir avec les collectivités partenaires. Et comment on envisage de pouvoir continuer à rendre un service à la population de notre territoire, puisque c'est quand même le but principal de notre communauté. Le but principal de notre communauté, c'est effectivement de rendre des services aux habitants du territoire. Et j'ai la conviction que ces services rendus à la population vont aller s'accroissant. En effet, le désengagement de l'État, la disparition des collectivités territoriales intermédiaires va forcément nous imposer d'exercer de nouvelles compétences, et donc de rendre de nouveaux services. C'est pourquoi il nous faut travailler sur de nouveaux périmètres, tout en gardant notre proximité avec chaque habitant. Pour nous permettre de partager des structures capables de rendre ces services, je pense en particulier à la compétence sociale, à la compétence liée à la solidarité, à la compétence voirie et à l'aménagement de l'espace, au culturel, au touristique. Avec la Maison des services au public, nous apportons les services d'autres collectivités au cœur même de notre territoire. C'est cette vision que nous devons construire demain. Des services nouveaux, à l'échelle de notre territoire, en partenariat avec d'autres collectivités. C'est donc un nouveau défi. C'est une chance pour notre communauté d'avoir un passé, une histoire, vous nous l'avez rappelé Alain et Paul. Charge aux élus actuels et futurs de construire des partenariats forts pour continuer à exister en affirmant notre identité et en apportant de nouveaux services à la population. Au regard des témoignages que l'on vient de voir, des présidents successifs, on a l'impression, ou il apparaît, que la communauté de communes évolue de manière naturelle, régulière et de manière presque évidente. Alors il est bon aussi de noter, au passage, les valeurs qui sont sous-jacentes à cette évolution.
des valeurs, je dirais, de partage, des besoins aussi de mutualisation, mais des valeurs humaines qui ont permis, je crois, en tout cas les valeurs, on pourrait dire, fondatrices de cette communauté de communes. Des valeurs totalement orientées vers la population et vers le territoire. Alors, bien au-delà des hommes et des femmes, depuis 50 ans et peut-être un petit peu plus, depuis 20 ans de la création de la communauté de communes, le territoire est aujourd'hui bien identifié justement par ces valeurs qui le caractérisent et bien évidemment aussi par les réalisations. Au travers de projets de territoire, plans de mandat, objectifs ou actions, en 2017, une douzaine de compétences qui ont été aujourd'hui intégrées. Ces compétences, elles se développent. Ces compétences, je dirais, elles s'adaptent ou elles s'ajustent au contexte général. De la politique à la concrétisation des projets, comment ne pas prendre en compte ou ne pas parler du couple que forment les élus et les techniciens? Pouvez-vous, Madame Verguin, justement nous parler de ces équipes d'élus et de techniciens qui nous accompagnent? Alors, ces équipes sont constituées de techniciens, oui, acteurs du territoire, de la décision des élus, qui permettent effectivement de répondre aux enjeux du pays mandantais. Ils présentent un petit peu, ces équipes, je trouve, une typicité, une sorte d'ADN finalement, qui les retrace un petit peu. Les intercommunalités sont des collectivités qui sont assez récentes finalement. Et ça a permis de recruter des agents, des techniciens qui possèdent des expertises fortes dans des horizons très divers. C'est-à-dire qu'on conjugue à la fois des gens qui viennent du public et du privé, les uns apportant aux autres, avec des méthodes, des approches différentes. Ils se nourrissent les uns des autres. Ce qui permet aussi d'avoir, je pense, une réelle capacité à s'adapter, à innover. Voilà, peut-être plus forte qu'ailleurs. Puis parce que aussi l'intercommunalité n'a cessé d'évoluer et de grandir et de grossir dans ces 50 ans et 20 dernières années. Des équipes communautaires qui ont su également, qui ont d'ailleurs, suite à la décision des élus, intégré du personnel communal au fil de son histoire. Les premiers, c'est le personnel communal de Mornan au titre du transfert de la salle Jean Carmet à la communauté de communes. Donc c'est notre première intégration de personnel communal. Et la deuxième, qui a concerné presque 10 communes, c'est le personnel des espaces jeunes, le personnel jeunesse. Voilà. Et finalement, comment agissent ces équipes sur ce territoire? Comment elles agissent en fait? Je dirais qu'elles agissent en proximité et en réseau. En proximité immédiate avec l'habitant, mais depuis tout temps. Puisque le CIVOM, on était déjà dans la gestion d'équipement. On avait la piscine, on avait la MJC, donc on était déjà dans la relation directe avec l'habitant. Et en réseau, parce que c'est une évidence, je veux dire, l'action communautaire, elle n'a d'impact que si elle est partenariale, que ce soit avec les communes, avec les institutionnels, avec les associatifs, avec le monde local. Ça ne peut pas... On est aussi en réseau... alors, c'est un réseau qui est autour du pays mandantais, dans le pays mandantais, mais qui s'étend parfois. On va aller travailler, nos équipes vont aller travailler avec d'autres équipes, d'autres intercommunalités, dans le cadre du sol, de tout ce qui relève des actions menées au niveau de ce territoire du sud-ouest lyonnais. Si je vais citer quelques exemples, par exemple le guichet unique Passerelle Enfance qui permet aux habitants du pays mandantais de trouver un mode de garde adapté pour leurs enfants.
cet équipement, parce qu'il s'agit d'un équipement. Nos agents qui travaillent dans cet équipement, ils sont en lien avec toutes les assistantes maternelles du territoire, ils sont en lien avec les communes, parce que c'est grâce aux communes qu'on peut mettre en place les temps collectifs des RAMI, c'est-à-dire un temps collectif où on a les enfants en collectif avec les assistantes maternelles, qui est très important. Et puis avec la PMI. Voilà. C'est un exemple qui marie à la fois les communes et des structures institutionnelles. La voirie, c'est une compétence traditionnelle, mais elle ne s'exerce qu'en lien direct avec, soit si la commune possède déjà un service structuré avec les agents techniques de la commune en question, pour mettre en œuvre des opérations d'aménagement décidées par les élus, voilà, soit en lien direct aussi avec l'élu, l'adjoint communal, de la voirie. Et si je prends l'exemple un peu plus récent du réseau des bibliothèques, on parle de réseau, réseau des bibliothèques, ça conjugue le personnel intercommunal, donc on a un animateur qui est en lien direct avec du personnel municipal, parce qu'on a un certain nombre de bibliothèques qui sont municipales, et des bénévoles au niveau associatif. Voilà, donc, et tout ça pour offrir un service à l'ensemble des habitants. Voilà. Donc c'est un bel exemple aussi de réseau. Yes. Allez, donc finalement, en 20 ans, les évolutions sont significatives, mais elles sont aussi très exigeantes. Oui. Et vous avez raison, et pour permettre d'accompagner cette innovation territoriale continue finalement des élus, ce qui est passionnant. Il a fallu des équipes solides et très motivées pour produire un service qualitatif, un peu sur mesure, à la population du pays mandataire avec les acteurs socio-économiques du territoire. Je citerai également, qui me paraît être très très important, c'est la création de la SPL en 2014. On était parti, la collectivité est partie finalement d'un premier soutien financier aux associations des familles, puis on les a accompagnés dans la fédération de ces associations en une seule association, et ensuite on a créé avec eux et avec les communes la SPL. C'est quand même le premier outil de gestion mutualisée du territoire du pays mandataire, du bloc local, commune et Copamo. La SPL offre un service pour les communes. On a mutualisé du personnel intercommunal, du personnel associatif. Et pour apporter à la fois du service aux communes dans le cadre du périscolaire, qui est leur compétence propre, puis dans le cadre de la compétence enfance que nous ont confié les communes, c'est-à-dire la gestion des centres de loisirs et des espaces jeunes maintenant depuis peu. Je disais en introduction que nos compétences évoluaient et qu'on les ajustait. Finalement, la MSAP que l'on vient d'ouvrir, elle rentre dans cette donnée-là. Complètement. C'est même un autre pas de franchi. Parce que là, nos agents travaillent dans une relation directe avec l'habitant, mais sur des préoccupations du quotidien. On est même en dehors des compétences classiques transférées, puisqu'on est dans la retraite, la CARSAT, la MSA, la CAF, les demandes des habitants du pays mandataire au quotidien. Donc je trouve qu'on a franchi même un cap encore en termes de service à l'habitant, à la population du pays mandataire. Cette MSAP guide donc les habitants dans leur démarche de tous les jours. Et puis c'est une MSAP qui va sans doute grandir avec l'intégration dans nos locaux des services départementaux. Et oui. Voilà, l'évolution du territoire et du mode de vie de ces habitants finalement nécessite de l'adaptation et de l'anticipation. Vous savez bien qu'en politique, les demandes changent ou s'ajustent plutôt. Les demandes s'ajustent. Effectivement, on peut le dire, nous sommes passés
Nous sommes passés de la production d'un service public connu, avec des crédits budgétaires affectés a priori, à l'ajustement des ressources, qu'elles soient financières ou humaines, à la production du service public. Voilà. Voilà. C'est le nouveau monde dans lequel nous vivons. Il y a effectivement un immense travail auprès des élus et des communes. Et le binôme élu-technicien, dans la mesure où l'élu fait de la politique et le technicien fait de la technique, est un binôme performant. On peut peut-être partir de la vocation de l'administration communautaire, parce que c'est proposer et exécuter. Proposer des scénarios, des alternatives qui permettent aux élus de décider pleinement. Ça nécessite, ça suppose expertise, créativité, vue globale. Et puis le deuxième volet, c'est d'exécuter la décision des élus, de l'Assemblée délibérante. Et ça demande aussi un engagement fort et une réactivité. C'est un binôme qui construit ensemble, qui vit, qui évolue. Mais vous aviez raison de parler de cet immense travail, parce que c'est un immense travail auprès des élus et des communes, un travail passionnant en fait, hein, et qui est riche de toutes les réalisations. D'ailleurs, quand on regarde en 50 ans, en 20 ans de réalisations dans ce territoire du pays mornantais, c'est bien grâce à cette action des binômes élus techniciens que se sont réalisées toutes ces opérations au service des habitants. Et moi, je reste... c'est aussi une expérience qui est consolidée, une expertise qui est reconnue. Et je reste confiante sur l'avenir, sur la capacité à construire, à continuer à construire, à évoluer. Oui, parce qu'en fait, ces équipes ont l'habitude de travailler ensemble. En tout cas, il y a des modes de fonctionnement qui se sont ajustés dans le temps, là aussi, et pour le coup, on peut être serein pour l'avenir. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont su toujours, et ils sauront, je pense, garder à la fois les yeux dans l'azur et les pieds dans la réalité. Formidable. La Copamo, c'est au moins 7 ou 8 espaces jeunes, je crois. Pour moi, la Copamo, c'est les animateurs qui viennent au collège le mardi. La Copamo, c'est plein d'animateurs différents. C'est la piscine, le ciné à Mornan. La Copamo, un regroupement de communes dans le pays mornantais. Pour moi, la Copamo, c'est un groupe de gens qui se rassemblent pour organiser des sorties, des jeux, des fêtes et voilà. La Copamo, c'est des animateurs qui nous proposent des sorties inoubliables. Pour moi, la Copamo, ça organise des activités pour les jeunes et après on se rassemble tous. La Copamo, c'est la piscine, le ciné à Mornan. Pour moi, la Copamo, c'est ma mamie qui travaille dedans. Pour moi, la Copamo, c'est des sorties, des jeux collectifs, voilà.
Copamo, c'est une entreprise où il y a ma mamie qui travaille. Pour moi, la Copamo, c'est pouvoir jouer avec mes potes au basket quand je veux. Copamo, c'est une commune géante. Pour nous, la Copamo, c'est partir en séjour. Pour moi, la Copamo, c'est une structure qui donne de l'aide aux habitants. Pour moi, la Copamo, c'est de partir en vacances avec ses copines. Copamo, c'est plusieurs communes qui sont regroupées. Pour moi, la Copamo, c'est un ensemble de communes et beaucoup de personnes qui dirigent par exemple la piscine ou le centre culturel. Pour moi, la Copamo, c'est plusieurs communes qui sont réunies, qui font des activités pour les jeunes, pour les personnes âgées et les petits. Pour moi, la Copamo, c'est plusieurs communes réunies et des clubs ados avec des animateurs trop cool. La Copamo. Pour moi, la Copamo, c'est les espaces jeunes qui fonctionnent ensemble. Pour moi, la Copamo, c'est l'occasion de rencontrer des gens des autres collèges. La Copamo. Je sais pas ce que c'est la Copamo. C'est quoi la Copamo? Pour moi, la Copamo, c'est pour s'inscrire à des associations, des jeux et plein de choses. Non, mais je peux Pour toi, c'est quoi la Copamo? La Copamo, c'est l'espace jeune. Toi, c'est quoi la Copamo? Pour moi, la Copamo, c'est se faire des copains. La Copamo. Pour moi, la Copamo, c'est pour financer des projets pour les jeunes. La Copamo. Pour moi, la Copamo, c'est abstrait. Pour nous, la Copamo, c'est des jeunes super investis qui ont fait des super enregistrements.